Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes chers amis internautes, à tous les abonnés. Je présente comme ça une fois de plus pour ceux qui désirent avoir mon tout premier livre, publié en 2013, intitulé Jeunesse africaine, deux points, jeunesse sacrifiée, point d'interrogation. Ce livre est disponible sur Amazon depuis déjà près de 7 ans. Donc, pour ceux qui s'intéressent effectivement au contenu, je vous prierai simplement d'aller sur Amazon pour l'obtenir. Là-dedans, comme c'est de coutume avec moi, je ne fais pas simplement de l'analyse théorique, mais je propose des solutions pratiques réalisables et éprouvées déjà historiquement. Du moins, ça, c'est ma contribution. Donc, nous allons continuer comme ça avec le vif du sujet, avec véritablement le menu d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, chers internautes, chers abonnés de ma chaîne YouTube. Bonjour une fois de plus. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur l'aspect ou alors la thématique du transfert des technologies de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis vers l'Afrique. Alors, beaucoup se sont sûrement déjà fait beaucoup d'idées, bien sûr, sur cette thématique. Moi, je ne vais pas rentrer dans des définitions et des analyses assez profondes et assez poussées parce que certains auteurs ont déjà eu commencé ce travail-là. Est-ce possible de parler de transfert de technologie dans un monde aussi compétitif, hein, dans un monde où la compétition technologique portée par certains endroits du globe terrestre, certaines zones géographiques, nécessite une protection des données assez puissante afin que l'un ne soit pas dépassé par l'autre? Peut-on parler de transfert technologique véritablement dans un contexte de globalisation poussée? Je ne parle pas de mondialisation, je parle de l'étape la plus violente de la mondialisation qui est la globalisation, parce que contrairement à la globalisation qui est un concept imposé au monde quasiment par les États-Unis qui représente la puissance militaire la plus solide sur l'échiquier international actuellement. La globalisation se définit comme la démarche qui consiste à se servir partout sur la surface du globe terrestre où ses intérêts se présentent. Ça veut dire que tout État qui a besoin de l'uranium, qui a besoin des matières premières, qui a besoin des matières stratégiques, s'il trouve effectivement ces matières-là dans une région du globe terrestre, cet État peut aller se servir parce que considérant que ces matières premières-là appartiennent à la nature et à la terre, d'où globalisation. Donc, il n'y a pas de propriété, ou de propriétaire, pardon, autant pour moi, il n'y a pas de véritable propriétaire des ressources naturelles. C'est ainsi que la globalisation conçoit son socle idéologique. Et les États-Unis sont le meneur de cette philosophie dont nous voyons chaque jour les conséquences, hein, en termes de fragilité des États, en termes de guerre, en termes de faiblesse économique et j'en passe. Donc, pouvons-nous parler dans un monde globalisé où les associations géographiques, l'Union européenne, les associations continentales, au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Asie, se forment et veulent se protéger des attaques américaines et autres. Parce que n'oublions pas, dans un monde de globalisation, il s'agit purement et simplement d'intérêt des États. C'est ça la géopolitique. Il n'y a pas d'amis dans ce domaine-là. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Et dès lors, chaque État, chaque groupement géographique, les associations géographiques essayent de tout faire pour se préserver des attaques des puissants. C'est un peu comme dans la chaîne alimentaire. Les plus forts vont manger les plus faibles. Malheureusement, c'est une idéologie conçue par les Occidentaux et qu'ils imposent, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, au monde entier et à plus forte raison dans les pays faibles du globe terrestre, comme les pays africains noirs. Je parle bien des pays africains noirs, faibles militairement, faibles économiquement, faibles politiquement. Et ça, nous payons le prix cher, malheureusement,
de cette conception de la vie occidentale qui est essentiellement, foncièrement, une conception de la prédation et de la globalisation qui se détermine par la force, la puissance, qui est même inhérente au monde, la puissance, mais qui se détermine par la force de prendre par force ce qui ne leur appartient forcément pas. Donc, face à cela, que devons-nous faire? Pouvons-nous parler de transfert de technologies réelles vers l'Afrique dans ces conditions? Comme j'ai dit dans l'entame de mes propos, beaucoup ont analysé déjà sous le socle des réflexions littéraires sur le sujet. Je vais simplement ici très vite donner des solutions, ce que je pense, comment l'Afrique devait faire pour pouvoir ne serait-ce que tirer profit de ce monde terriblement globalisé. Que devraient faire l'Afrique et les Africains, les jeunes Africains surtout? Parce que dès lors qu'on parle de transfert de technologie, la Chine, par exemple, est un modèle qui conditionne, par exemple, sur son territoire, dans le cadre des accords, elle est capable de conditionner le montage de certaines voitures, certains outils industriels sur son territoire et avec la participation de ces ingénieurs. C'est que beaucoup de pays africains, voire africains noirs, utilisateurs d'une monnaie qu'on appelle CFA, franc CFA, ces pays-là ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la puissance. Ils ne peuvent pas déterminer la puissance. Or, la Chine, aujourd'hui, est capable, dans un rapport de force, de dire aux pays occidentaux, ce que vous construisez, ce que vous nous livrez, ce que vous devez nous livrer comme technologie, montez-les chez nous, sur place, avec l'association et la collaboration de nos ingénieurs. Ainsi, on peut parler de transfert de technologie parce que les ingénieurs chinois qui monteront la technologie occidentale chez eux auront la possibilité d'être en contact avec cette technologie-là et de voir tout le processus de A à Z, du montage jusqu'à la mise en service. Et dès lors, ils gagneront beaucoup. Ils pourront développer les leurs plus tard, ce qui n'est pas le cas dans nos pays africains noirs au sud du Sahara. C'est très difficile. Donc, malheureusement, premièrement, ça c'est le premier point, première articulation chez moi, c'est la nature de nos gouvernants et de nos dirigeants. Dès lors qu'on connaît la nature de ceux qui nous gouvernent, on ne se laisse plus à rêver que ces gouvernants-là pourront faciliter, initier, contrôler, catalyser même, c'est-à-dire accélérer une quelconque volonté de transfert de technologie. Ce n'est pas possible parce que ces dirigeants qui sont là ont déjà, dans la zone francophone d'Afrique, noire bien sûr, ils ont déjà fait leur preuve d'échec face à l'épanouissement, c'est-à-dire à leur obligation de servir la jeunesse et d'épanouir cette jeunesse-là. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas programmés pour cela. Et heureusement, certaines jeunesses en Afrique de l'Ouest comprennent déjà l'enjeu et commencent à s'organiser pour effectivement mettre à la tête, construire les nouveaux leaderships et mettre à la tête de leurs États un nouveau leadership qui pourra effectivement, je vais dire, catalyser, favoriser le transfert véritable de technologie. Parce que pour le faire, il faut être puissant. Et pour être puissant, c'est une dynamique, ça prend du temps. Il faut avoir à la tête un leadership qui a une vision, et une vision collective, pas une vision individuelle et égocentrique, comme on voit dans la plupart de ces pays aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas des visions, ça. C'est des visions qui consistent seulement à s'éterniser au pouvoir, à faire vivre ce qu'on va appeler comme ça une politique de mettre à des postes clés des personnes, des connaissances, de la famille et autres. Ça ne développe jamais un pays parce que malheureusement, comme j'ai dit, ceux-là ne sont pas là pour développer. Donc, dès lors, quand on a quitté de la nature, du point de la nature des dirigeants qu'on connaît, qui ne peuvent rien faire dans ce domaine, on vient maintenant au point de la jeunesse, c'est-à-dire, que fait la jeunesse face à cela? Du moins, le peu de la jeunesse consciente. J'ai évoqué dans une de mes sorties une jeunesse africaine qui se bat sérieusement, technologique et scientifique, économique même, qui se bat à implémenter la technologie déjà disponible sur le marché, implémenter ça au niveau de leurs pays respectifs. J'ai parlé des Camerounais, dont je peux encore citer Arthur Zang avec le cardiopathe, Eno, je crois, avec les drones, Tagia
Tagia, avec par exemple les drones aussi, mais solaires, de jeunes Tagia. J'ai parlé de Serge Amel Djidjou, de l'Agence universitaire de l'innovation, pour l'innovation à Tchang, avec le siège Tchang, qui est le premier Camerounais à mettre sur pied une couveuse néonatale pour des enfants et qui est le premier à développer des dispositifs de désinfection mobile. Donc, dans le cas de la crise de Covid, ça aurait été vraiment une très grande chance pour le Cameroun de produire industriellement dans tous ces domaines-là et d'être une nation progressivement industrielle et forte. Mais hélas, ça revient à la nature de ceux qui nous dirigent, parce que ce n'est pas leur but de promouvoir cela. Donc, ces jeunes sont obligés, bien qu'ils aient déjà accès à la technologie aujourd'hui via Internet, il y a beaucoup de sources qu'on peut utiliser pour implémenter dans beaucoup de domaines agricoles, technologiques et autres, immobiliers même. Donc, ces jeunes-là, malheureusement, sont laissés pour compte, sont abandonnés à eux-mêmes. Ils vont gagner des prix, quelques prix organisés pour créer un peu, pour étoffer et faire de la diversion, les prix par ça et là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la dynamique d'un pays qui veut se développer. C'est pas d'organiser quelques petits prix et donner quelques petits sous. C'est pas ça. C'est très loin de là. Donc, quand il n'y a pas de vision au niveau des dirigeants, c'est presque, entre guillemets, compromis la volonté de transfert de technologie et de développement industriel. Mais les jeunes Camerounais se battent de par le monde, ceux du Cameroun et ceux de la diaspora. Ils ont tellement de bagages, ils seraient capables aujourd'hui, si les conditions étaient réunies, et quand il n'y a pas de conditions, c'est la nature du régime, bien sûr. S'il y avait un régime, du moins un leadership qui porte une vision sérieuse pour le Cameroun et volontariste, bien sûr, s'il y avait cette nature de leadership, le Cameroun serait un Eldorado aujourd'hui dans toute l'Afrique francophone et dans toute l'Afrique entière. Parce que, ayant les ressources humaines nécessaires, on ne sait pas, beaucoup se sont toujours demandé ce qui manque. Mais ce qui manque, sont les dirigeants, c'est la nature des dirigeants qui sont à la tête et qui sont au service de la France, malheureusement. Donc, les jeunes se battent à leur niveau à faire ce qu'ils peuvent pour contribuer effectivement au développement d'un certain tissu industriel du Cameroun et de l'Afrique francophone en particulier, voire l'Afrique en général, mais c'est extrêmement dur quand ils n'ont pas d'appui étatique, appui gouvernemental réel et volontariste. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Ce sera de manière isolée que ces jeunes iront, essaieront de trouver d'autres moyens de lever de fonds et seront toujours confrontés aux difficultés étatiques, aux obstacles liés aux impôts au niveau de leur pays, aux obstacles liés à la structure même du pays, c'est-à-dire les moyens de transport, c'est-à-dire les moyens médicaux, la disponibilité des moyens médicaux performants, le transport et tout le reste. C'est un tout, c'est un ensemble, c'est une vision. Ça doit être pensé et mis sur pied pour un développement. Mais quand il manque tellement d'outils comme ça, les jeunes qui arrivent même un peu, je vais dire entre guillemets, un peu à émerger, un tout petit peu, ce sont des véritables héros. C'est difficile dans ce type de contexte-là de pouvoir vivre de son talent naturel, de pouvoir vivre de ses œuvres. C'est extrêmement difficile. Et ceux qui réussissent à le faire, ils sont une extrême minorité sur la masse de jeunes qui possèdent un potentiel inouï. Donc, voilà où se trouve la jeunesse travailleuse, innovatrice aujourd'hui dans nos pays dits appartenant à la zone CFA. C'est extrêmement difficile parce qu'ils n'ont aucune possibilité, du moins elle n'a aucune possibilité d'avoir accès au crédit bancaire pour véritablement faire développer leurs entreprises. C'est quasiment pas possible dans cette zone-là. Les banques aussi, ça a été démontré à suffisance dans les ouvrages littéraires liés à la géopolitique monétaire de cette région CFA, que les banques ne sont pas là pour faire des crédits de ce genre-là. Ça, c'est pas possible. Elles feront autant pour moi des crédits aux multinationales, aux entreprises déjà très bien assises, qui possèdent un fondement fort. C'est à ceux-là ou alors à celles-là des entreprises-là que les banques actuelles feront éventuellement des crédits, mais pas aux jeunes entrepreneurs, parce que c'est l'État ou alors la classe dirigeante et gouvernementale qui devrait
en accord avec les banques d'affaires, garantir effectivement à ces banques-là, comment dire, la sortie des sommes, de l'argent sous forme de crédit pour les jeunes entreprises. Donc, garantir, l'État est capable de garantir à ces banques-là, OK, comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait partout. Sortez de l'argent, donnez des crédits et nous, moi, l'État, je garantis les cas d'échec. Ça, c'est des modèles connus, c'est éprouvé. Mais, comme je dis, dès le départ, c'est pour ça que j'ai commencé par les dirigeants, la nature des dirigeants. Quand là-bas, ça cloche, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui se passera en bas, ce sera des brouillardises. Ce sera trop d'efforts, trop d'obstacles, trop de peines, trop de difficultés. Or, dans un monde qui veut se développer, la structure visionnaire du leadership organise les choses de manière à ce que ça aille vite. Parce que le temps n'est pas de notre côté au niveau de l'Afrique noire. Le temps ne nous attend pas, pas du tout. Le monde n'attend pas, ça va très vite. Et quand on est confronté à de tels obstacles multiples qui détruisent en énergie, où il faut penser à tout, alors qu'on n'a pas besoin de ça dans ce monde aujourd'hui si organisé et compétitif. On se concentre sur l'essentiel pour avancer, mais nos jeunes, malheureusement, doivent tout faire. Et dans un contexte qui leur est défavorable, terriblement. Donc, je félicite ceux des jeunes qui arrivent à faire quelque chose. Et dans la deuxième partie, effectivement, de cette thématique, je vais proposer à certains jeunes, pas à tous, malheureusement, je proposerai à certains jeunes une sortie, une porte de sortie comme ça, pour mettre véritablement de manière manifeste ce transfert de technologie-là sur pied et pour profiter, même dans cette globalisation, de certains petits aspects, de certaines failles, de certaines brèches qui sont laissées ouvertes par la prédation aussi internationale. Mais c'est à nous de réfléchir et d'en profiter. Donc tout à l'heure, dans la seconde partie. À tout à l'heure. Bye bye.